Vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire du Dire, émission littéraire mensuelle sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Lire L'-IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature, parce qu'elle est le langage du monde. Et je reçois aujourd'hui Séverine Daucourt, qui est auteure de poésie, de textes dramatiques, et elle est également créatrice d'espaces où la parole devient sonore, où elle se mêle à la musique, à l'image, à la scène. Elle organise depuis 2016 à la Maison de Poésie de Paris un cycle de rencontres poésie-chanson, La Fabrique. Elle a cofondé le jeune bureau de la Comédie Française et en anime les ateliers d'écriture. Ateliers d'écriture poétique qu'elle met en acte aussi en établissements éducatifs, sociaux et sanitaires. Alors cette année, elle a sorti un album de pop indé et spoken words intitulé « Transparaître encore », réalisé par Armelle Pioline, Holder Super Bravo et Michel Pétaud Cheval Fou. C'est une production Marel Music, on en écoutera des extraits au cours de cette émission. Elle est aussi traductrice de textes en islandais, de théâtre, de poèmes, notamment de Sjón. Je connais pas la traduction. Bonjour Séverine. Bonjour. Comment on dit? Sjón. Sjón. Ouais. Alors, parolier de Björk. Björk. Voilà, Oursin et Moineau, paru aux éditions Lanskin en 2018 et donc réédité en poche chez Point Poésie en 2011. En 2021. Ouais. Ça serait quand même... Mais bon, on ne sait pas. Ils sont Donc très fort. Très, très forte. Alors, tes derniers livres interrogent la place de l'humain dans nos sociétés de plus en plus normatives, entre un discours préfabriqué et des injonctions portées par l'inconscient collectif. Quelle place est réservée à l'épanouissement d'une individualité libérée de toutes ces contraintes qui ont pour objectif de créer des sociétés contrôlées et contrôlables? Des politiques d'éviction de ce qui dérange comme la vieillesse, la maladie, aux standards qui modèlent le corps des femmes et les discours visant à mettre en place une conformité portée avant tout par le langage. Tu as écrit, donc tu as interrogé toutes ces problématiques, entre guillemets, toutes ces réalités, j'ai envie de dire, avec Transparaître, paru chez Lanskin en 2019. Noire Substance, toujours chez le même éditeur, Lanskin en 2020. Les Éperdus, chez Lanskin, et Transparaître encore, qui paru cette année. Alors, tu questionnes, ou plus exactement, tu cherches, je pense, ni plus ni moins que la liberté et inextricablement enchaînée à la forme. En premier lieu, celle des mots, mais aussi celle des images. Ces deux vecteurs qui instaurent des imagos collectifs modelant les inconscients et les attentes du plus grand nombre. Alors, on lit dans la présentation que tu fais de ton travail sur ton site internet. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse séverinedaucourt.com, c'est ça? Alors, je ne connais même pas l'adresse de mon site internet, qui voilà. en plus est en train d'être réhabilité, j'ai envie de dire, ou réactualisé. Non, parce que j'ai encore mon nom d'avant, donc c'est Séverine Daucourt. Fredriksson.com. Mais voilà, je pense que si sur Google on cherche Séverine Daucourt, on est amené au site internet. D'accord. Et donc, sur ton site, tu dis ces mots, tu te présentes ton écriture, ton travail, qu'il y a dans ton travail une dimension d'insurrection. On va commencer encore très fort, puisque j'ai envie de te demander si écrire, c'est résister. Oui, alors en tout cas, écrire de la poésie, peut-être spécifiquement, c'est résister. Écrire tout court est peut-être d'abord résister à une forme de musellement ou de originel ou originaire, là qui est peut-être plus lié à mon histoire, mais qui peut-être chez d'autres auteurs est lié aussi à quelque chose de très précocement interdit ou entravé. Donc l'écriture vient à un moment permettre de sortir de la grotte ou de traverser le mur, je ne sais pas. Après la poésie, parce que moi je n'écris
à peu près que de la poésie, où j'ai écrit du côté du théâtre aussi, Ouais. mais la langue que j'explore est une langue poétique, c'est vraiment une langue totalement libre. La question de la forme, on y reviendra, elle est permanente dans ce que j'écris. C'est l'objet de tous mes livres, la forme du livre, presque plus que la question sociale qui est soulevée. Mais pour moi, écrire de la poésie, c'est résister dans la langue, c'est s'inventer sa propre langue et peut-être se convaincre, ce faisant, qu'un espace de liberté et de subjectivité peut, coûte que coûte, être maintenu en dépit des injonctions, qu'elles soient familiales, sociales, dans l'enfance, plus tard, enfin voilà. Donc oui, il y a cette dimension d'insurrection à des niveaux différents. Et justement, de la question de la forme, comment on sort de la forme par la forme finalement, parce que le langage est quand même très formel. Est-ce que c'est le travail du langage poétique qui permet de sortir de la forme? Sortir de la forme et presque plus encore, parce qu'effectivement on s'inscrit dans une langue qui est un code commun, donc qui est forcément qui porte le poids de la norme, dans laquelle il faut se faire une place, mais écrire en poète, c'est peut-être, comme j'ai dit avant, s'inventer cette langue dans la langue, et plus encore en travaillant ça, cette appropriation, c'est peut-être ranimer aussi les mots morts, les mots mis à mal, les mots... c'est vraiment embraser chaque axiome comme ça, le langagier qui est tellement, en ce moment particulièrement, dévitalisé, avec un usage des mots parfois automatique, vidé de sens. Enfin, voilà, être poète, c'est redonner, c'est re-remplir en fait la forme de contenu aussi. C'est-à-dire, c'est reprendre les mots et puis souffler dessus et essayer vraiment de les ranimer. Mais c'est sûr, en leur donnant une nouvelle forme. Enfin, c'est bien les mêmes mots, mais voilà, c'est des agencements, c'est des trouvailles, c'est des petits moments d'épiphanie un peu inédits qui vont vraiment les rendre à nouveau vivants. Par le travail de la poésie, puis certainement peut-être les sortir aussi de la subjectivité, enfin permettre aux lecteurs, aux autres, de sortir les mots de la subjectivité dans laquelle ils sont enfermés. C'est le travail de la poésie, ça, sûrement. Alors, je sais pas si on est enfermé dans la subjectivité. Moi, je vois plutôt la subjectivité comme un espace de liberté. Mais je sais pas trop ce que tu veux dire, en fait, par cet enfermement dans la subjectivité. Peut-être empesé d'images qui nous appartiennent et pas assez libérées. Oui. Pour avoir un sens. Bien sûr. C'est-à-dire, oui, ça permet de réouvrir, ça permet de... Ça rejoint ce que je disais avant, ça permet peut-être parfois de susciter chez le lecteur une entente un peu différente du sens, ou une redécouverte d'une question, là où effectivement les discours et les images, comme tu le disais, peuvent enfermer la pensée. Et la poésie vient pas répondre à des questions, mais vraiment réouvrir en fait, réouvrir la pensée. Là, on va écouter déjà 2 morceaux de ton travail. Et alors, tu as publié Transparaître et Transparaître encore. Ces sont 2 recueils. Tu peux nous dire pourquoi encore tu as repris le titre? Alors, il y a eu Transparaître en 2019 chez Lanskin, qui était un texte que j'ai d'abord écrit en prose, qui était une forme de récit où j'avais décidé de lister tous les souvenirs qui me venaient et que je ne pouvais avoir uniquement parce que j'étais une femme. C'est-à-dire, j'avais décidé de faire une sorte de liste de souvenirs qui étaient intimement liés au fait que j'habitais un corps féminin. À partir de ces souvenirs, j'ai fait des espèces de micro-récits
qui ont construit une forme de narration, plus ou moins chronologique, de ma vie ou d'une vie de femme, parce que je cherchais pas non plus forcément la vérité, mais à faire véridique, en fait, quoi, à parler à tout le monde, évidemment, de mon jeu que j'emploie dans ce livre. Et puis, je me suis rendu compte que ce récit, il était vraiment chargé d'affects pas tellement recevables, enfin, que j'y réglais pas mal de comptes, en fait, qu'il y avait pas mal de colère. Et puis, voilà, j'ai renoncé à ce texte, je l'ai laissé de côté. Je suis revenue quelque temps après en me disant qu'il y avait une matière que je ne devais pas lâcher, qu'il y avait une forme de nécessité qui avait été à l'origine du texte et qu'il fallait pas que je la renie. Et je l'ai désécrit. C'est là où je disais que je cherche toujours la forme dans l'écriture. C'est-à-dire, j'ai essayé de trouver comment ce texte pouvait porter ces questions et atteindre les autres sans qu'il s'agisse justement d'un récit et d'un règlement de compte. Et je l'ai désécrit en l'abrasant, en lui enlevant la charge affective. C'est-à-dire, j'ai essayé d'aller à l'os des faits, rien que des faits, d'arriver à une forme de nudité qui était déchargée de la violence dans la charge d'affect que ça véhiculait, mais qui n'était pas déchargée de la violence des faits eux-mêmes. Donc ça donne quelque chose qui peut être assez violent dans ce que ça dit, des injonctions faites au corps des femmes. Mais en même temps, c'est aussi d'une grande douceur. C'est pas un texte à charge, c'est un texte qui questionne d'où viennent ces injonctions, qui les porte, qui en est complice. Les femmes sont-elles finalement... Enfin, les femmes. Certaines femmes, parce que c'est pas un texte sur toutes les femmes, évidemment, ni sur tous les hommes, mais c'est un texte qui s'adresse aux deux, j'ai envie de dire, qui est pas dans un propos manichéen, qui était vraiment là pour essayer de comprendre, en fait, ce qui pouvait se passer dans cette façon qu'avaient les femmes parfois de convenir ou de correspondre à ce qu'on attendait d'elles, bien malgré elles, et voilà. Alors, les deux musiciens, c'est Armel Pioline, c'est ça? Oui. Et Michel Petot? Oui. Et donc, Transparaître encore, c'est 16 titres. Et c'est produit par Marelle Musique. Ouais. Donc, on va écouter Mature et Vieillir bouge. Oui, qui sont bien dans le thème. Oui, tout à fait. On se désinfecte à coups d'intelligence et on croit que ça va cicatriser. Laura, 35 ans, psychologue scolaire. Sarah, 49 ans, CPE à Paris. Chana, 45 ans, coiffeuse à Reims. Isabelle, 43 ans, institutrice à Orléans. Béatrice, 40 ans, prof d'art plastique à Toulouse. Déby, 40 ans, opticienne. D'autres utilisateurs ont été intéressés par des vidéos sur les thèmes anal mature, belle mature, beurette mature, cul mature, gangbang mature, lesbienne mature, mature amateur, mature chatte poilue, mature française, mature gros sein, mature levrette, mature nue, mature salope, partouze mature, trio mature, vieille mature. Jusqu'à 35 ans, on est une rousse, une asiatique, une BBW, Big Beautiful Woman, une beurette, une black, une blonde, un gros cul, des gros seins, une japonaise, une jeune de 18 ans, une latina, une lesbienne, une maman ou MILF, Mother I'd Like to Fuck, une belle-mère, des petits seins, des pieds, une russe, une soumise. Apparemment sans profession. Après 35 ans, on devient sorcière ou femme active. Il faut donc être adulte au plus tôt, travailler illico, sinon risquer d'être condamné à rester O-J-E, objet de jeunesse éternelle.
Vieillir bouge, c'est un verbe. Un verbe exprime l'état du sujet ou une action qui peut être soit réalisée, voix active, voix pronominale si le sujet exerce l'action sur lui-même, soit subie, voix passive. Vieillir est un mouvement que je veux réaliser. C'est pour pouvoir passer le cap que j'écris de ce lieu insulaire du cœur de l'épreuve et que je dédicace la nécessité de ce geste à tous les épavistes. J'ai peur de finir seule et pas belle au fond de la piscine, disciplinée quoique depuis toujours rebelle, tentant de me plier, de tenir dans le cadre, hors de la case mémée, encore pouvoir m'aimer, productive et peu marquée sur le canapé. J'aimerais pouvoir pourtant au final désobéir, passer outre les limites implicites, régisseuses de l'illicite, gratter les normes gravées dans le marbre des mots, être ingrate dans tous les sens. Vieillir bouge. C'est un verbe. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3, Lire du dire. Et je suis avec Séverine Daucourt. Alors Séverine, on évoquait la poésie, le langage, la forme, sortir de la forme des mots et sortir aussi de la forme orthonormée du corps finalement, de ce qu'on attend. Tout ça c'est lié, la forme des mots, c'est ça ton travail de... sortir des formes. Oui, peut-être que cette question effectivement de la correspondance entre comment on se plie à la langue et comment on se plie aux injonctions et comment on se plie aux dictates, ça se rejoint, enfin ça se joue dans le corps et dans les mots. Après, dans cette question de forme, l'idée est peut-être d'atteindre sa forme, enfin de sortir du formatage, justement, de sortir des formes imposées et de dessiner, redessiner ses propres contours. Mais c'est vrai que tous ces mots-là peuvent s'appliquer et à l'image qu'on a de soi et à la façon dont on en parle. C'est aussi le langage, sortir le langage de la forme finalement. Parce qu'il y a des injonctions évidemment qui pèsent sur les femmes, il y a des attentes, elles doivent être comme ci et comme ça, pas vieillir. Et effectivement, est-ce que le fait de mettre en voix des textes, est-ce que ça permet justement de les sortir, de faire en sorte qu'ils portent ce message plus fort encore que dans le livre ? Oui, en fait, je crois que même encore davantage que d'être lu, j'ai toujours eu envie d'être entendue. Alors, on peut l'être dans une voix écrite, mais je crois que dans entendu, j'avais vraiment l'idée ou le désir d'être là avec le corps, avec la voix, dans le moment et dans la rencontre. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi dans la vie, en général. Ces questions de moments, de rencontres et d'échanges réels. Et c'est vrai que dans le livre, on est dans un échange différé. On est dans quelque chose où la voix peut être entendue, où la voix en tout cas est imprimée quelque part, donc à une forme de pérennité. C'est ça, sa force aussi quand on écrit, c'est qu'elle se dissout pas aussitôt proférée, la parole. Mais là, j'avais envie de sortir du livre et d'aller frontalement dire ce que je pensais, dire ce que j'avais à dire dans ce texte. Et c'est une autre expérience. Finalement, c'est plus ludique, c'est plus direct. C'est pas plus fort, c'est juste autrement. Mais peut-être ce texte, pour moi, appelait ça une forme de vitalité qui se joue sur scène, sur un plateau. Donc tu l'as réécrit pour l'oralité, finalement. Oui, je l'ai écrit pour l'oralité. J'ai vraiment que commencé à l'écrire pour le livre en me disant tout de suite non, je vais pas faire un livre avec cette matière, je vais en faire je savais pas d'ailleurs quoi, mais voilà, ça a été des pistes sonores, mais pour une problématique finalement très violente dans nos sociétés.
Ouais, pour vraiment cette question du vieillissement, alors, pas seulement des femmes, mais voilà, j'avais envie de plaidoyer pour une forme de persistance d'un droit au rêve à tout âge, quoi, d'un droit au désir, d'un droit à l'existence, tout simplement, qu'on soit jeune ou vieux. Le titre du recueil dans lequel tu évoques le vieillissement de ton papa et sa maladie aussi. Ouais. Et ça, tu as évoqué aussi ça à travers l'écriture. Oui, alors c'est marrant parce que j'ai tendance à occulter un peu ce livre parce que pour moi, il est ailleurs, c'est un récit. C'est le seul texte peut-être en prose que j'ai écrit, même s'il a une forme aussi poétique et c'est quand même une prose assez radicale, mais c'est un texte sur le vieillissement, c'est un texte sur le vieillissement et la maladie, puisque j'y relate effectivement l'expérience que j'ai eue avec mon père qui est mort de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer. Enfin, il avait un peu un cumul des maladies dégénératives et donc c'est cette expérience de la perte de l'autre, de la perte de soi avant même qu'on meure, quoi. Que finalement tout meurt de l'autre, sauf son corps, ses organes qui restent vivants. Et c'est vrai que c'est une expérience qui m'a aussi fait prendre conscience d'à quel point ça n'intéressait pas grand monde. Enfin, en voyant mon père être malade et mourir à la maison en été, avec la difficulté de mettre en place l'hospitalisation à domicile, avec cette espèce de, enfin voilà, ce que tout le monde peut peut-être connaître dans des situations d'urgence où on appelle le 15 et où on se sent extrêmement seul en fait face à, voilà, c'est un vieux qui est en train de mourir. En gros, tout le monde s'en fout un peu. Et je pense que c'est quelque chose qui a aussi contribué à nourrir ma révolte, qui est peut-être un état un peu permanent chez moi, mais enfin, il y a des révoltes, mais voilà, que ça vient aussi à chaque fois enfoncer le clou, des choses qui me semblent inacceptables. Alors ça passe par des choses que je vis intimement, mais dont je sais qu'elles reflètent quelque chose de la société. Mais effectivement, ce livre probablement a des traces aussi dans Transparaître encore, puisque le vieillissement dont je parle dans Transparaître encore va vers celui dont je parle dans Noire Substance, quoi. C'est peut-être aussi un moyen de toucher des publics différents, peut-être l'album, de faire passer ce message, parce que tu fais passer ce message, évidemment. Oui, c'est sûr que c'est un moyen de toucher des publics différents, mais ça, moi, j'ai toujours eu à cœur de sortir la poésie du ghetto dans lequel elle était, duquel elle sort un tout petit peu, parce qu'il y a une espèce de mouvement de mode dont j'espère qu'il ne va pas être éphémère, mais on a l'impression que la poésie a un tout petit peu plus de visibilité. Mais, enfin, tout est relatif. Hein. Elle n'en a pas fondamentalement, mais elle en a un peu moins que rien en ce moment. Et moi, j'ai tellement vu des gens, mais j'en vois encore plein, puisque voilà, je rencontre beaucoup de gens avec la poésie qui ne connaissent absolument pas les voix des poètes vivants. Et j'ai toujours eu à cœur d'aller faire entendre les voix contemporaines, poétiques, de coloniser un peu tous les espaces possibles avec ces voix-là. Déjà pour faire entendre que ça existe, hein, que des artistes, des poètes travaillent la langue comme un matériau, que ça produit des choses, que ça ne s'est pas arrêté avec les poètes hommes blancs du XVIIIe siècle, et que voilà, il y a tout un monde en fait qui explore la langue dans sa plasticité. Et c'est vrai que ça, les gens le savent pas. Et pourquoi tu penses Je pense que j'ai toujours du mal à expliquer, à comprendre pourquoi. Parce que je travaille aussi dans pas mal d'autres secteurs artistiques, comme justement la musique ou le théâtre. Et ça paraîtrait aberrant que quelqu'un, par exemple au théâtre, je sais pas, dise Pierre Dux, quel formidable acteur, et qu'on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on n'ait pas eu connaissance que depuis Pierre Dux, et en plus qui n'est pas aussi ancien que les poètes qu'on cite quand on cite la poésie, que tous les acteurs et actrices vivantes soient ignorés. Enfin, ça paraît complètement aberrant dans la plupart des autres domaines artistiques, mais en poésie, même des gens très cultivés et curieux de l'art disent la poésie, et voilà, vont citer
au grand maximum. Rimbaud. Oui, Rimbaud. Mais enfin, après, c'est pas de leur faute. C'est qu'effectivement, c'est ce qu'on enseigne de toute façon à l'école. La poésie, elle s'arrête très tôt, chronologiquement. Et après, il n'y a plus de visibilité des écritures poétiques. Et j'arrive vraiment pas à voir de quoi ça provient fondamentalement, en fait. Après, j'ai quelques explications sur ce que j'ai pu éprouver, moi, de ce milieu de la poésie. Je pense que ça a été aussi ghettoisé et que ça a été beaucoup du fait des poètes eux-mêmes pendant un certain temps, qui avaient quand même la volonté de, je sais pas, de surtout pas être populaire d'une certaine manière, mais au sens accessible ou je sais pas. Enfin, il y avait vraiment un problème. Élitiste, hein, oui, il y avait quelque chose vraiment d'un élitisme revendiqué, dans lequel moi je me suis jamais reconnue, alors que je me reconnais peut-être dans la volonté d'exigence. Je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux et enfin rigoureux, je sais pas, espèce de relent de protestantisme ou je sais pas quoi du tout, mais voilà que j'aime pas les choses faites à moitié, que j'aime l'exigence, que j'aime la nécessité dans l'art, que j'aime qu'une démarche soit sur un fil, que tout soit en tension, que j'aime pas que ça soit du grand n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de productions dites artistiques qui portent rien, qui portent du vent, et ça c'est dommageable. Mais voilà, je pouvais moi, en tant que poète, avoir un travail hyper exigeant, mais j'ai toujours eu envie de toucher les gens. Voilà, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'échange, le moment, la rencontre, pour moi, c'est fondamental, encore plus que la reconnaissance de mes pairs ou d'une forme d'entre-soi intellectuel, ou ne m'a jamais excitée. Donc j'ai toujours travaillé à l'interface de la poésie, de la littérature et de la chanson. Enfin, c'était un peu le sens aussi du cycle que je menais à la Maison de la Poésie, qui essayait de faire venir le public de la chanson à la poésie contemporaine et inversement, le public de la poésie contemporaine à la chanson. Et c'était un peu... Enfin, moi, je sais que j'ai entendu des choses sur mon travail qui étaient assez méprisantes par rapport au fait que je pouvais, en tant que poète, m'intéresser à la chanson, en fait. C'était... alors que je trouve que la chanson est un art très complexe aussi. Enfin, que si on veut vraiment... réussir, c'est aussi sur un fil, c'est aussi très exigeant, quoi. Mais voilà, c'était vraiment des a priori que je comprenais pas trop. Mais c'est ce genre d'a priori, je pense, qui ont fait que les poètes n'ont pas été tellement visibles. Enfin, je pense qu'ils y ont une part de responsabilité, mais pas uniquement, je sais pas, parce que c'était quand même un truc très spécifique aussi à la France. Enfin, moi j'ai vécu dans d'autres pays où la poésie vivante avait une place quand même plus marquée. Où elle sert effectivement de pôle de rassemblement et de partage. Ouais. Bah là, on va écouter justement un deuxième extrait de ton album Transparaître encore, qui s'appelle La cicatrice, et produit toujours par Marelle Musique avec la musique Armel Pioline et Michel Petot. Très bien. Donc La cicatrice, c'est Eurine Nocourt. Au-dessus de la ligne de partage des eaux, on scrute les abysses par le hublot. Sur un côté, les flots sont lisses, bien ordonnés sur l'axe des délices. Au-dessus de la ligne de partage des eaux, parfois ça glisse, on peut tomber de haut. De l'autre côté, là où s'immisce sous la silice le chaos. On voit dans ce bel interstice plus aucune trace d'aucune ombre au tableau. On
examine comme une cicatrice. Ce coup de pinceau entre deux os. Au-dessus de la ligne de partage, au-dessus de la ligne de partage, au-dessus de la ligne de partage, au-dessus de la ligne de partage des eaux. Au-dessus de la ligne de partage des eaux. Vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris pluriel 106.3. Je suis avec Séverine Daucourt. Alors, je te présente comme poète, du coup, essentiellement. Voilà. Alors, un autre... voilà, pour rejoindre ce qu'on disait certainement, dans ce désir de partage et de donner aussi, et d'offrir le poème, tu animes des ateliers d'écriture dans des classes de lycée, beaucoup de lycées professionnels, auprès d'adultes qui ont des difficultés d'insertion. Tu en as animé également en prison. Alors d'abord, évidemment, pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est que des ateliers d'écriture? Enfin, comment ça se passe? Ils doivent bien savoir, mais comment ça se déroule? Et qu'est-ce que apporte la poésie dans ces lieux où il y a quand même des difficultés, le lien social semble rompu, voilà. Alors, ouais, les ateliers d'écriture, très franchement, je sais pas trop comment ça se passe en général. Je sais comment se passent les miens. Moi, j'ai pas eu, avant d'en inventer entre guillemets, de pratique d'atelier. Donc, quand je me suis mise à en faire. Au départ essentiellement pour gagner ma vie en tant qu'autrice, parce qu'en tant que poète on vend pas de livres, donc on vit plutôt de revenus. C'est vrai, bon, il n'y a pas de marché pour les raisons qu'on citait avant, il n'y a pas de visibilité, donc on vit d'autres choses, quoi. Je vis entre autres de revenus dits annexes, de revues d'auteurs annexes, qui sont la pratique d'ateliers, mais qui pour moi c'est au-delà d'une simple source de revenus. C'est vraiment aussi un geste politique pour moi. Enfin, je parlais de coloniser tous les espaces possibles avec la poésie. Je pense que c'est hyper important d'aller, surtout auprès des gens entravés ou exclus, d'aller avec la poésie comme arme ou comme consolation, proposer un espace possible d'expression. Pour cette question d'atelier, donc les ateliers d'écriture, je sais pas, moi pour moi c'est des espaces un peu hors du temps, un peu hors des nécessités traditionnelles, on va dire, des espaces purement gratuits où on tente d'habiter le moment, d'habiter la langue, comme on pourrait dire, et de se connecter à sa voix. Justement en se défaisant des carcans habituels, ce qui n'est pas facile, parce que l'écriture, le geste d'écrire, il est très lié à la norme scolaire, universitaire, pour les gens qui maîtrisent la langue. Je travaille aussi avec des gens en plus qui sont allophones ou qui ont... Donc c'est encore autre chose. Eux, ça va être comment investir une langue qu'on a très peu en bouche, quoi. Comment pouvoir faire quelque chose avec si peu de matière. Et là, ça va être ça, la gageure, ça va être de produire du poème avec un tout petit peu de matière, et c'est possible aussi. Pour les autres, ça va être de produire du poème avec, en se défaisant de tout ce qu'on nous a
appris d'une certaine manière, c'est-à-dire en se dégageant de ce qui est aliénant dans le fait de devoir écrire bien, écrire correctement, être soumis à évaluation. Enfin, on est très, très, très brimé dans l'écriture, depuis toujours. Et les gens, quand il s'agit d'écrire, mais même je fais des ateliers avec des enseignants aussi, c'est pareil. Enfin, ils se rendent compte au moment de... Ils sont comme des élèves ou des gens qui ne parleraient pas du tout le français. Ils ont cette même... appréhension à livrer ce qu'ils ont écrit, comme si quelqu'un allait mettre en rouge dans la marge, mal écrit, impropre, mal dit, parce qu'on est vraiment... Ça vient... C'est un geste qui est très, très, très entravé, le geste d'écrire. Et les ateliers, pour moi, c'est vraiment un espace où on arrive à... c'est un peu utopique. Dans l'idéal, j'aimerais que les gens arrivent à se reconnecter à leur rapport aux mots avant qu'on l'ait un peu écrasé avec ces normes-là. Est-ce que ça dévoile quelque chose de l'intime? C'est ça l'objectif? Ça dévoile quelque chose de l'intime, alors au groupe pas forcément, à eux-mêmes je l'espère. En tout cas ça remet en place, ça recale quelque chose. Je pense que c'est généralement, si j'en juge par les retours que j'ai, et quel que soit finalement le niveau de langue, de maîtrise de la langue des gens, c'est quand même des espaces où on renoue avec quelque chose de soi, et où on renoue aussi, par conséquent, avec les autres, parce que c'est aussi des expériences de groupe. Mais c'est vrai que ça implique un engagement intime, l'acte d'écrire, même s'il peut être masqué, déguisé. On ne parle pas forcément de soi dans les textes, mais je veux dire, même quand on parle d'une chaise, on se rend bien compte qu'on va parler de soi. C'est-à-dire, c'est pas tellement le contenu qui va être intime. On parle de soi. C'est que le lien à la langue, l'intimité que chacun entretient avec la langue, elle est révélée dans les ateliers d'écriture. Quand enfin cet espace reste libre. Ce qui n'est pas le cas quand on nous demande d'écrire dans la vie. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut t'entendre alors cette fois-ci, pour faire une petite pause, lire un passage? Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs quel extrait de quel livre tu as choisi? Alors, j'ai choisi de lire un extrait des Éperdus, puisqu'on a pas mal entendu de transparaître encore. Parce que Les Éperdus, c'était une autre de mes révoltes, entre guillemets. Les Éperdus, c'est un livre qui plaide pour le droit à la singularité. C'est vraiment un livre sur la question de la norme. Voilà. Et qui est soulevé à travers le trouble mental, l'état de la psychiatrie en France, les liens entre poésie et folie. Voilà, c'est un peu tout. Je tourne dans ce livre autour de ça, avec 3 voix, qui sont la voix du malade, on peut dire la voix du fou, la voix du ou de la poète, et la voix des discours nosographiques ou psychiatriques, ou tout ce qui peut être dit sur le trouble mental. Et ces 3 voix finissent par s'enchasser, par se questionner l'une l'autre, par se frotter. Ça, c'est le travail sur la forme. C'est pour ça que c'est un livre de poésie, c'est pas un essai sur l'état de la psychiatrie en France, c'est vraiment un livre qui attrape ça par la langue. Et ces 3 voix qui se frottent finissent par parfois avoir des zones de porosité. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu aussi peut-être montrer au bout d'un moment, c'est qu'on ne sait plus quelle est la voix la plus folle, en fait. Est-ce que c'est la voix du poète? Est-ce que c'est la voix du fou? Est-ce que c'est la voix des discours formatés et normatifs? En fait, voilà, ça pose toutes ces questions-là. Et je vais lire un extrait de ça. Oui, merci. Quand une vieille femme qui a l'air d'être enfermée depuis des lustres, ça se voit, au teint parcheminé, me coince du regard, vissée contre le mur entre 2 escales médicamenteuses. Son dedans n'est fabriqué d'aucune histoire. L'histoire lui a passé dessus. Son dedans s'est retourné comme un gant. Quand je la regarde et que je glane de quoi ne pas m'égarer dans toutes les directions, un rictus, rien. Aucun échange bégayé par le trou de la bouche B, échancré d'un côté sur le vent, de l'autre sur la nuit, sans aucune symétrie. Quand je me sens au rang d'une novice, à l'aune d'un bizutage immonde, quand je n'ai pas la notice et encore moins le courage, quand j'ai peur parce que personne ne comprend que ma présence est une horreur, une erreur.
Un diagnostic de trouble mental doit présenter une utilité clinique. Il doit permettre aux cliniciens de déterminer un pronostic, des stratégies de traitement, ainsi que les résultats attendus du traitement pour les patients. Je ne peux pas me présenter correctement. Je ne me représente pas. Je ne sais pas qui je suis. Je suis ce que je tais. Je ne reconnais pas mes semblables. Je m'y perds comme si je n'étais pas unique. Je fais des efforts pour entrer dans la vie. Je la cherche, la creuse, la modèle, mais elle m'échappe. Je fais des efforts surhumains avec les autres, mais toujours je renonce. Ça ne vaut pas la peine. Je les approche de très près, parfois presque au point d'apparaître. Mais je n'arrête. Là où disparaît mon périmètre, là où je constate qu'ils sont arrivés trop en avance et qu'ils ont l'air de ne manquer de rien. Alors je me terre ou explose. Quand je sors du bureau où j'ai instamment prié la blouse blanche avec la barbe au-dessus de prévenir ma famille pour que quelqu'un vienne me chercher et que son expression impassible me rappelle l'indifférence des visages mouvants d'une soirée sous psilocybine. Quand j'ai mal, j'ai sommeil, j'ai encore pipi, que je repars dans les parties communes, ce salon télé de malheur que je parcours en regardant le sol pour ne pas croiser des yeux dans lesquels je pourrais avoir une fois de plus changé de figure. Quand je retrouve ma cellule et ma codétenue, sa savonnette dans mon lavabo, ce dépouillement qui renvoie au dénuement des barreaux et de tous les fous et les folles d'à côté. Comme il est étrange de passer dans l'autre monde, de quitter le terreau stable. Quand je veux redevenir une molécule dans l'univers, je me sens vendangée par des sauvages. Quand je ne sais pas comment j'ai fait pour me dérouler jusque-là et que je regarde autour en me demandant l'origine du bug et surtout comment ils ont fait, eux, elles, pour s'habituer à être là, quand je veux sortir. La plupart des services sont des structures closes, limitant les allées et venues des patients. Le nombre des hospitalisations sans consentement connaît une croissance sans précédent, facilitée par la procédure allégée dite de péril imminent. Faute de structure médico-sociale, les séjours en hôpital se prolongent. Quand je voulais qu'on m'aide, oui, mais pas comme ça. Vous écoutez Lire du Dire, Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et je suis avec Séverine Daucourt, poète. Merci beaucoup pour cette lecture. Effectivement, toi, tu es titulaire d'un DESS de psychologie clinique, hein, et tu exerces encore ton métier de psychologue par intermittence ou plus du tout? Alors, très peu. Jusqu'à il y a 3 ans, j'exerçais encore. J'avais des missions de remplacement dans des institutions, essentiellement des EHPAD, parce que l'ambiance est telle dans les EHPAD que les psys, ça tourne beaucoup. Voilà, donc j'ai beaucoup fait ça, ou dans des centres d'accueil de jour, dans des... mais là, je garde une activité de psychologue en supervision d'équipes en analyse des pratiques. Donc j'interviens plusieurs fois par mois auprès de quelques équipes soignantes, essentiellement, dans des hôpitaux, dans des ITEP, enfin des instituts d'accueil pour des enfants un peu incasables ou inclassables. Mais là, j'interviens plus auprès des équipes, en fait, qu'auprès des patients. Ça me permet aussi de garder quand même un pied dans l'institution. Alors bon, c'est pas hyper joyeux parce que l'institution va pas très bien en ce moment, mais voilà, j'aime bien avoir les paroles des acteurs de l'institution aussi, pas forcément de ceux qui sont en train de devenir des usagers, en fait, de l'institution. Ouais. Mais là, leurs acteurs, je parle avec eux en tant que psy. Et donc oui, Les Éperdus, dont tu nous as lu un extrait sous-titré « Petit précis de psychiatrie ». Poétique, petit précis de psychiatrie poétique. Poétique, ouais. C'est mieux, ça fait du bien. Ouais. Et voilà, ce milieu de la psychiatrie, justement, évidemment un milieu éminemment normatif. Est-ce que... c'est un peu infantile ce que je vais dire, mais ça sert pas à soigner, en fait, finalement. C'est-à-dire que il y a quand même des personnes qui ont besoin de soins psychiatriques parce qu'ils sont dans une grande souffrance psychique, mentale.
Donc la psychiatrie, à un moment, elle a été vraiment asilaire, effectivement, c'est-à-dire qu'on était fous, on était déviants par rapport à la norme, on était enfermés. Enfin, c'était vraiment ni plus ni moins ça, avec une concentration des gens hors normes dans des centres, enfin dans les asiles. Et on était quand même sortis de ça depuis un certain temps, avec beaucoup de progrès du côté de la psychiatrie, qui avait mis au point tout un tas de dispositifs, notamment ce qu'on appelle la sectorisation, pour petit à petit faire en sorte que les gens soient moins concentrés, enfin que les gens malades soient moins concentrés dans les mêmes lieux et puissent plus bénéficier de soins et d'accompagnement près de là où ils habitaient. Ouais. Ça a été tout le travail de la sectorisation. C'était vraiment un des grands progrès de la psychiatrie. Un des autres progrès de la psychiatrie, c'était peut-être d'intégrer à cette pratique médicale, comme tu le disais, quand même très normative, puisque le normal, le pathologique, voilà, la médecine fonctionne là-dessus, d'intégrer des approches qui permettaient de voir la subjectivité comme quelque chose de complexe. Je pense à soit la thérapie institutionnelle, soit la psychanalyse, et qui était intégré quand même aux pratiques psychiatriques et qui faisait que tout ce monde du trouble mental arrivait à travailler un peu en synergie et à effectivement avait un peu libéré les fous de l'enfermement. Or là, on est quand même, mais en psychiatrie comme ailleurs, mais sauf que c'est encore plus paradoxal quand ça touche la question du trouble mental. On est dans des logiques maintenant de management partout et qui font que, à force de volonté de faire des économies, on décide, enfin c'est des décisions politiques, on décide de valoriser des approches qui assimilent le psychisme au cérébral. C'est-à-dire que tout ce qui est psychologique pourrait être mis en miroir avec quelque chose qui est du côté du comportement, du fonctionnement du cerveau. Et c'est vrai que si on voit les choses comme ça, déjà tout devient très objectif, c'est facile de faire des catégories de troubles. Et puis ensuite, c'est facile de les prendre en charge. En gros, on contient, on médicamente, on rééduque. Voilà. Et voilà. Et si ça ne marche pas, on enferme d'une certaine manière, mais on voit bien que si on enferme, comme en fait on s'attaque aux symptômes et pas à un accompagnement. On veut juste faire taire le symptôme. On en est arrivé à une psychiatrie qui n'est plus une psychiatrie du sujet ou de la personne, mais vraiment une psychiatrie qui neutralise le risque pour quelqu'un de se suicider, le risque pour quelqu'un de se radicaliser, le risque de... Alors, c'est tout à fait justifié. On va protéger les gens d'eux-mêmes, mais sauf on étouffe le symptôme pour contrôler quelque chose qui est du côté du risque, pas pour libérer la personne qui souffre. Et les gens sont presque condamnés à devenir dépendants de l'institution qui les enferme ou qui les soigne prétendument. Et donc c'est à la fois beaucoup moins cher sur le papier, mais en même temps, ça donne des malades beaucoup plus chroniques et qui ne progressent plus, entre guillemets, hors de leur souffrance, quoi. C'est-à-dire c'est un système très, très pervers que ce système qui est celui qui est régi en fait par le point de vue des neurosciences, voilà, parce que ça évacue vraiment tout ce qui est la complexité humaine, tout ce qui fait que quand on souffre et qu'on présente un trouble mental, c'est pas seulement un dysfonctionnement cérébral, Bien sûr. Mais cela dit, cette dichotomie et cette discussion entre ce qui serait de la question neurologique et ce qui serait de la question environnementale, où elle est là depuis toujours, elle n'est pas du tout nouvelle dans la psychiatrie, mais elle était très fertile jusqu'à présent, parce qu'on donnait la place à toutes les approches. Et c'était super important de pouvoir cumuler ces points de vue. Maintenant, on a vraiment tendance à évacuer tout ce qui est du côté des approches qui donnent une place à la subjectivité. Et ça, c'est gravissime. C'est là où on en arrive, effectivement, comme tu le dis, à ne plus soigner, en fait, y compris dans des structures qui sont des structures hospitalières de santé. En fait. On lisse la société. Ouais. On évince ce qui dérange. Ouais. Mais même les troubles sont plus importants parce que comme on accompagne moins les gens du côté du secteur, etc., mais en fait, ça dérape. Ça dérape. Il y a de plus en plus de troubles explosifs, beaucoup plus qu'à une certaine époque. Mais on a davantage de moyens de les
contenir, de les contraindre, essentiellement des traitements chimiques et voilà. Et ça c'est un système très très hypocrite en fait. Qui va effectivement cohérent avec tout ce que nous avons évoqué. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on écoute Mon corps et moi, qui est encore un extrait de ton album. C'est un album, comme on dit, un album Transparaître encore, avec Armel Pioline et Michel Pétaud, et produit par Marelle Musique. Voilà, donc Mon corps et moi. Regardez, celle qui ose, le naturel, la lenteur du temps, la vie des profondeurs, l'inattention assumée dénuée de rivalité. Elles bravent le pire. Elles n'attendent plus, s'en réjouissent, douces comme une plume. Mais modèles signent la mort de cette enclume de convoitise. Mon corps refait surface, autrement, ne m'écrase plus autant que ce pas de ride, pas de mou d'un autre corps social. Sa flotte mal enrôlée, mon corps tient la barre, joue à fond son rôle. Fond, flotte, perd en volume, en couleur. Paye cher, les cuites, les nuits trop courtes, les lunettes. Et ma cup au fond du sac. Mais mon corps va en faire des choses. Je vais me faire à son image, bien décidé à faire mon âge. Mon corps et moi, vous allez voir. Nous allons chevaucher le temps, ensemble et autrement. Sans compter les cheveux blancs. Même à présent que je prétends mépriser la mascarade féminine, j'entretiens un naturel très étudié, une jeunesse d'allure sous contrôle qui reflète ma pourtant spontanée juvénilité intérieure. Mais c'est trop décalé entre dehors et dedans. Je veux, comme tout le monde, me correspondre. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Lire du Dire, émission littéraire. Je suis avec Séverine Daucourt. Eh bien, pour évoquer encore une de tes activités, tu traduis des textes, tu as traduit des textes de l'islandais. Alors moi, je me suis toujours interrogée sur cette possibilité d'une traduction. Qu'est-ce qu'on fait ? On crée un autre texte, on translate ou on traduit ? Tu réécris ou tu t'appropries en essayant de communier avec la langue d'origine ? C'est un peu les deux, mais après, c'est assez difficile à définir. Enfin, je pense que tout travail de traducteur est un travail d'auteur, qu'on peut pas réussir une traduction si on n'y met pas sa voix. Enfin, si on ne s'y engage pas en tant qu'auteur, on est auteur d'une traduction. On n'est pas seulement passeur d'un texte. D'où la nécessité de retraduire les textes régulièrement, les textes très anciens, d'en proposer des traductions aussi réactualisées, et d'où le fait que une traduction n'est qu'une traduction parmi une infinité possible de propositions. Traduire, c'est avant tout lire un texte jusqu'au bout, lire au bout du bout, lire le texte jusque dans l'impasse. C'est-à-dire que quand on traduit, on ne lit jamais un texte aussi à fond que quand on le traduit. On est toujours ce sentiment d'entrer dans une forêt épaisse, mais d'y aller, c'est sans fin. C'est une exploration sans fin du texte par lequel on se laisse
habité. On s'en imprègne, hein, et puis c'est vrai qu'après on fait un moment une sorte de translation du sens dans l'autre langue, sachant qu'en plus parfois elle n'est pas possible, enfin en fonction des langues, et particulièrement entre l'islandais et le français, il y a énormément de nuances ou de choses, il y a des cultures incroyablement différentes. On n'en présume pas comme ça, mais il y a plein de mots qui n'existent pas dans une langue ou dans l'autre. Donc en fait, on s'imprègne, on s'imprègne du lieu, de la culture, du pays, qu'il est quand même très bon de connaître quand on traduit. Et puis on essaye de faire une transposition, on restitue ça, mais en réécrivant vraiment, quoi. Donc c'est un drôle de moment de passage, mais ça n'est qu'une proposition. Mais je pense qu'il faut y aller dans la proposition qu'on fait. Enfin, c'est-à-dire que il faut un parti pris dans une traduction. Il faut quelque chose. On décolle forcément très loin du texte, enfin très loin, tout en y restant le plus fidèle possible. Mais il faut assumer ce paradoxe. Il faut assumer de décoller. Sinon, souvent, ça rate et ça ne sert pas le texte d'origine. Mais c'est une expression. Enfin, c'est très vitalisant, je ne sais pas si ça se dit ce mot, mais si, pourquoi pas. Ouais, c'est assez excitant de traduire. Ouais. Et tes projets alors mes projets, là j'ai probablement d'exprimer d'autres révoltes. Ah, attends. Non, là je suis en résidence, je suis une résidence d'écrivain en Île-de-France, dans une librairie qui s'appelle Le Merle Moqueur. Et je travaille dans le cadre de cette résidence avec le grand public, c'est-à-dire avec un groupe de gens du quartier qui ne sont pas un public cible de l'action culturelle, qui sont juste les gens, parce que à force de cibler des publics précis dans l'action culturelle, c'est vrai qu'on oublie qu'il y a aussi les gens, tout simplement, qui en ce moment sont quand même un peu maltraités. Enfin, un peu beaucoup maltraités. Et qu'en fait, c'est aussi des espaces dont ils ont besoin, les gens. En fait, moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers auprès de publics ciblés par l'action culturelle. Enfin, là, et dans le cadre de cette instance, j'interviens aussi en lycée pro, justement. Mais j'avais à cœur d'ouvrir des ateliers aux gens, simplement, aussi. Et donc, c'est des ateliers qui ont lieu 2 fois par mois. Et par ailleurs, j'écris un texte sur la question du temps dont on est privé, en fait, sur la question de la course dans laquelle on se trouve tous, et peut-être particulièrement depuis la post-pandémie, cette espèce de truc où on n'a pas récupéré un rapport au temps normal, j'en sais rien, puisque justement, il n'y a pas de normes, mais en tout cas, on a un rapport au temps qui est bien détraqué, il me semble. On est un peu comme des hamsters dans des roues, tous à regarder à côté, à regarder l'autre pédaler. Et voilà, moi je trouve que c'est une très grande violence de l'époque, c'est cette violence du temps qui manque. Les ateliers que je propose aux gens, ils sont essentiellement aussi pour ça, pour prendre ce temps, ce temps du rien. Et j'ai travaillé pas mal à partir de témoignages de cocaïnomanes. C'est-à-dire, je me suis pas mal intéressée à la question des psychostimulants et de qu'est-ce que c'était que cette nouveauté, que cette nouvelle mode de prendre ces drogues qui permettent de faire tout sans limite, en fait, de travailler sans limite, baiser sans limite, faire la fête sans limite, tout ce truc parce que c'est ce qu'on nous demande aussi, c'est-à-dire et voilà, c'est une autre violence, je trouve, de l'époque, et c'est une autre de mes révoltes aussi, parce que moi j'aime le temps, rien faire, et voilà, et que écrire, ça demande aussi un temps vacant, et que en tant que poète, j'ai beaucoup de mal à le trouver, donc je me dis que voilà, que tout le monde court après ces moments de suspens, ces moments où on respire. Merci beaucoup, Séverine. Merci beaucoup.